Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Sophia Mess. Sophia a fondé il y a 7 ans le premier bar dédié à l'e-sport en France, mais aussi, et elle s'en rendra compte plus tard, le premier bar e-sport dans le monde. Ce qui était à la base une envie de créer un lieu pour se rassembler avec ses potes a fini par devenir une multinationale. Ensemble, on parle de son parcours dans le jeu vidéo qui l'a amené à créer ce lieu, de la place des femmes dans le milieu, de ses échecs passés dans la création d'entreprise et comment elle a fait pour rebondir, du développement de sa boîte et de son apprentissage en tant que manager et patronne de son entreprise. Merci beaucoup à Sophia pour sa disponibilité, j'ai passé un très chouette moment en sa compagnie et j'espère que vous aussi. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre app de podcast préférée, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Castbox sur iPhone ou Android, ou encore Pocket Cast sur iPhone et Android également. Vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, si vous avez 3 minutes, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires de l'épisode sur YouTube ce que vous en avez pensé. Je suis toujours preneur de retour des auditeurs et des auditrices. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, le lundi matin à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Sophia. On est avec Sophia. Salut Sophia. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Merci Sophia de venir parler de ton expérience. Sophia, si je ne me trompe pas, et peut-être que là je vais me tromper tout de suite, mais tu es la fondatrice des bars Meltdown. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le concept des bars Meltdown ? Alors les bars Meltdown, c'est des lieux qui ont été créés pour rassembler les gamers, donc les fans de jeux vidéo et d'e-sport, autour de cette passion-là de manière sociale, donc vraiment comme un peu un bar sportif, mais pour l'e-sport et le gaming. Donc il va y avoir des télés qui diffusent des matchs de jeux vidéo, on va avoir des cocktails, des bières, une carte à thème jeux vidéo, mais c'est vraiment des lieux de rassemblement sociaux, de nuit en fait, donc des bars pour gamers. On reviendra un petit peu après au Meltdown, mais avant tout ça, est-ce que tu as toujours eu envie de monter ton entreprise ? C'est un truc qui te vient de loin ? Monter mon entreprise, oui. J'ai créé ma première boîte à 19 ans. Okay. J'en ai fait 6 avant de faire Meltdown. Donc j'ai un peu été obsédée par ça. Non, en fait, je pense que j'avais juste pas envie de travailler pour d'autres personnes et que j'avais très envie de créer plein de trucs. Et souvent, d'ailleurs, ça a été plus par envie de créer que pour vraiment répondre à un besoin existant. Donc ça s'est planté plusieurs fois avant que Meltdown réussisse. Tu veux dire que tu avais envie de créer des entreprises avant de réfléchir toi-même à... Exactement, okay. C'était j'ai une super idée, je suis sûre que ça va cartonner et puis au final ça cartonne pas du tout parce que personne n'a besoin de ça. Et du coup Meltdown c'est l'inverse, c'est né d'un besoin que j'avais et je pense que c'est aussi pour ça que ça a trouvé du répondant chez beaucoup de gens. On en reparlera un petit peu après. Avant ça, je voudrais bien revenir sur ton parcours à toi. À quoi ressemblait Sophia quand elle avait 7 ans ? Quand elle avait 7 ans... ou Sophia... 8, tu vois, comme tu veux, 7 ou 10. En tout cas, quand tu étais enfant. Quoi. J'ai toujours joué à plein de jeux. J'ai un grand frère qui est joueur, donc je pense que ça vient beaucoup de là. À 8 ans, c'est l'âge où j'ai commencé à jouer aux cartes Magic, notamment des cartes à collectionner. Voilà, et ça m'a tenu pendant une bonne quinzaine d'années où j'ai fait plein de tournois, de choses comme ça. Et à côté de ça, évidemment, plein de jeux vidéo. T'étais une joueuse de Magic à l'âge de 8 ans. Ouais, j'ai commencé à l'extension Ice Age, voilà, à 8 ans. Et puis avant ça, tu as tous les jeux classiques, des Final Fantasy, des RPG. Et puis très rapidement, je me suis mise sur des jeux un peu plus stratégiques, comme Warcraft, Starcraft, voilà. Et puis j'ai jamais lâché en fait. Mais c'est ton frère donc qui t'a notamment initié à Magic. Je pense que c'est de sa faute. Ouais, je pense que c'est de sa faute. On a aussi un père qui est hyper joueur, donc lui, il joue encore plus que nous aux jeux vidéo, tout ça. Donc nous, on faisait pas des soirées d'anniversaire comme les enfants normaux, on faisait des LAN d'anniversaire, donc on rassemblait des ordinateurs, voilà, avec mes oncles, mes cousins, etc. Donc j'ai un peu grandi là-dedans, quoi. Ah ouais, d'accord. Oui, ton daron organisait des LAN et vous jouiez. Ouais, ok. Voilà. Oui, donc je comprends un peu mieux. Et en fait, en grandissant, t'as jamais vraiment quitté cette passion du jeu, parce que ça pouvait être un truc, on va dire, d'adolescence. À un moment donné, tu laisses tomber, non ? Non, ça m'est toujours resté. Et puis surtout, c'est une communauté dans laquelle j'ai grandi aussi. Donc au-delà des jeux eux-mêmes, le fait d'être entouré de gens qui aiment ces choses-là et qui finalement, à l'époque, étaient un peu des gens marginaux, hein, pas comme aujourd'hui où tout le monde joue à des jeux vidéo. Du coup, tout mon cercle d'amis, déjà, c'est principalement des hommes parce que c'est surtout les garçons
garçons, même si maintenant ça devient moins vrai qu'ils jouent aux jeux vidéo. Mais du coup, moi, j'ai grandi vraiment dans un univers avec que des gens qui étaient passionnés de ça, donc c'est difficile d'en sortir après et d'aller vers autre chose. Puis c'est ce qui me plaît, quoi. Je sais pas, c'est qui je suis. Et puis des jeux PC en plus. Des jeux, ouais, surtout PC. Alors console, c'était vraiment plutôt pour les jeux un peu haute plateforme ou des RPG quand j'étais plus petite, mais après, c'était très rapidement les gros jeux PC, ouais. Et qu'est-ce qui fait que t'es passé on va dire, des cartes Magic au RTS du style... Je faisais tout en même temps. C'est vrai que ça se recoupe, en fait. Tout ça, c'est de la stratégie. Je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop parfois, et qui a besoin, à un moment donné, d'un exutoire pour tout ça. Et que les jeux, c'est parfait, parce que ça te permet effectivement de faire travailler un peu ton cerveau. Et puis après une longue journée, de passer un peu de temps à ça. Comment t'as mis un pied dans l'e-sport ? L'e-sport, ça s'est fait tout naturellement, en fait. Le fait de jouer, du coup, j'ai commencé à découvrir les tout premiers streams, notamment ce qui était fait à l'époque par Ponfétude, donc au gaming. Et puis ça m'a fascinée. Et puis, je me suis rendue sur un ou deux événements où je faisais un peu des interviews de joueurs, des reportages sur des événements, du covering, des choses comme ça. J'avais créé une page Facebook pour des fans de StarCraft, donc je m'investissais un peu là-dessus. Et puis rapidement, j'ai rejoint aussi des équipes semi-pro, donc des équipes féminines de StarCraft. Donc tu jouais donc côté joueuse pour le coup. Côté joueuse, ouais. Ce que j'ai assez rapidement abandonné, puisque le principe d'équipe féminine n'est pas spécialement quelque chose que j'encourage moi personnellement. Et puis que j'avais du coup Meltdown qui était dans les cartons, quoi. Tu parles typiquement de concept d'équipe féminine, on peut en parler je pense pendant des heures, sans doute. Clair. Les filles dans la place des filles dans le jeu vidéo. Comment t'as réussi toi à évoluer, surtout en venant de... Comme tu dis, tu étais enfant en fait quand tu as démarré. Comment tu as réussi toi à évoluer en tant que fille dans ce milieu qui est... Ça commence à aller un peu mieux là, mais j'ai l'impression, petit à petit. Mais à l'époque, en tout cas, c'était moins le cas, quoi. C'est très, très masculin. C'est très masculin. C'est vrai que souvent, sur les événements, j'étais la seule fille. Ce qui fait que du coup, j'ai eu une phase très... princesse qui a beaucoup d'attention entre mes 8 et mes 12 ans. Après, ça m'a saoulée, donc du coup, c'est bien, j'ai fait cette phase-là jeune. Mais non, c'était pas un problème. Déjà, je suis un petit peu, forcément, par mes intérêts et tout le reste, je suis un petit peu garçon manqué, donc je me suis jamais sentie, différente ou quoi que ce soit des autres gens qui jouaient avec moi. Et eux m'ont toujours super bien accueillie, donc il n'y a pas de discrimination en vrai entre les gamers dans les communautés, etc. Au contraire, ils sont plutôt contents d'avoir des filles qui s'intéressent à ça. Maintenant, c'est pas un sujet que j'aborde généralement beaucoup parce que je trouve que justement, il n'y a pas de raison de faire de différence là-dessus. Moi, j'ai pas ressenti du tout, et j'en ressens beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, de discrimination, voilà, pour balancer un peu. Mais dans le gaming, non, jamais. Enfin, tu vois, c'est pareil, une fille, un garçon. De temps en temps, sur Internet, où tu vois, quand t'es pas en face, que t'as pas le visage de la personne, il y a peut-être des gens qui vont tracher un peu ou dire des choses. Mais non, j'ai jamais ressenti du tout de problème à ce niveau-là, quoi. On reparlera après de la discrimination dans l'entrepreneuriat, si tu veux bien. Mais avant de... Tu disais justement que tu étais contre le principe d'équipe féminine, c'est notamment pour ça, c'est ça, de pas... Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de raisons. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un fait, les femmes font de moins bons résultats que les hommes sur l'e-sport, parce qu'on le voit dans les compétitions, les top joueurs, c'est souvent des hommes, même la plupart du temps. Maintenant, je pense qu'il y a des vraies raisons à ça, parce que déjà, il y a moins de filles joueuses, donc statistiquement, il y a moins de chances, que peut-être il y a aussi des centres d'intérêt qui divergent un peu, que certains jeux sont plus pensés pour les hommes que pour les femmes, etc. Il y a plein de raisons. Mais toujours est-il que les tournois masculins, entre guillemets, sont en fait mixtes, donc les femmes peuvent très bien participer. Et je trouve que de créer des équipes féminines, c'est un peu comme dire aux filles, vous allez dans votre bac à sable et vous faites votre truc entre vous, alors qu'il n'y a pas tellement de raisons. Je trouve que c'est limite, dégradant au final d'être relégué, alors qu'il n'y a pas de raison physique ou évidente pour que ce soit le cas, quoi. Moi, j'entends. C'est peut-être une façon comme une autre de mettre un pied à l'étrier, en fait, des filles qui peuvent se dire, ok, on va se retrouver entre nous et au moins on va rentrer dans une compète, parce que c'est peut-être plus compliqué, je sais pas, de rentrer dans une équipe mixte ou dans une équipe de mecs pour le coup, et de... Je pense que tout est question de niveau de jeu. Je pense que si on commence à dire au contraire c'est rassurant pour les filles de jouer entre elles, ça favorise pas le mélange, quoi. Et je pense qu'il est plus pertinent de faire des tournois par niveau de jeu, en se disant il y a souvent sur tous les jeux il y a des classements, tu sais, silver, gold, etc. De se dire ce tournoi il est ouvert que aux gens jusqu'à tel niveau, filles et garçons confondus, quoi. Mais c'est peut-être moins intimidant de cette manière-là.
On va revenir au Meltdown. Donc, Ouais. mais avant de parler du Meltdown, j'aimerais bien que tu me parles de tes différentes expériences de boîte. Donc, tu as fait des études, j'imagine, parce que tu racontais que ta première boîte était À créée 19 ans, c'est ça? J'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait une école de publicité qui s'appelle Sub de Pub, où j'ai passé 3 ans en fait. Donc j'ai fait un BTS comme des entreprises et un bachelor publicité. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai créé une boîte parce que moi j'avais très envie de mettre en application tout de suite les choses que j'apprenais. Et j'étais un peu frustrée de la théorie. Je suis pas quelqu'un de très théorique, tu vois. Et du coup, j'ai créé une boîte de conseils en communication pour des petites entreprises locales où je mettais un peu en application ce que j'apprenais. Évidemment, je faisais croire que j'étais plus âgée, qu'on était plus nombreux, etc. parce que c'était important d'être crédible à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est à cette époque-là que j'ai pris l'habitude de toujours dire nous au lieu de dire je. Et ça m'est resté jusqu'à maintenant, même un projet que je vais faire complètement solo, je vais dire nous avons créé parce que j'avais ce besoin-là de donner l'impression que c'était plus, quoi. Et puis de fil en aiguille, je me suis associée à un développeur, on a créé une agence de web design. Moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est digital, site web, etc. J'ai codé mon premier site, je devais avoir 14 ans. Donc voilà, j'ai toujours été assez autodidacte et très curieuse de plein de sujets, ce qui fait que les différentes boîtes que j'ai créées sont passées par plein de mes centres d'intérêt finalement. J'ai bossé pas mal dans la musique aussi parce que ça, à part le gaming, c'est mon autre passion. Donc j'ai été agent d'artiste, j'ai été photographe pour une agence qui faisait que de la photo de concert parce que j'avais fait un double cursus photographie aussi. Du coup j'ai monté un studio d'enregistrement avec un ingé son, donc on a fait pas mal de prises de son pour des albums de petits groupes, etc. Donc vraiment je suis passée d'un centre d'intérêt à un autre, entre guillemets, toujours avec ce fil rouge qui était le gaming, le digital et la musique, en fait, qui sont mes 3 gros focus. Ok. Et en fait, la première fois que tu plantes une boîte, tu te dis ok, c'est pas grave, j'y retourne. Complètement. Non, ouais, complètement. T'as pas pris ça comme un échec parce qu'on a du mal en France avec l'échec. Avec l'échec, hein. Ouais, non. En fait, quand t'es curieux et que t'as envie de faire des choses, j'ai l'impression que c'est... Alors, c'est assez bête ce que je vais dire et ça peut être mal perçu, mais je vais dire c'est assez facile de trouver du boulot. Alors, je vais pas dire qu'il y a qu'à traverser la rue, hein, c'est pas le but, mais ce que je veux dire par là, c'est j'ai toujours été fascinée par faire n'importe quel boulot. Très jeune, j'ai fait plein de petits boulots aussi, que ce soit prendre des appels, faire serveuse dans un café ou quoi. Et à chaque fois, c'est un truc qui m'amusait énormément. C'est-à-dire que j'avais le challenge de je vais être la meilleure serveuse du monde ou je vais être la meilleure téléopératrice, tu vois. Et toujours dans le côté un peu compétitif. Gaming. Voilà. Et du coup, non, c'était rigolo pour moi, quelle que soit l'expérience. Donc en fait, si je plante une boîte, je me suis jamais dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut absolument que j'ai un boulot stable et tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Et je pense que voilà, j'ai eu la chance de pas avoir cette inquiétude-là. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. Je fais de temps en temps des interventions auprès de jeunes dans des écoles ou des choses comme ça, parce que je pense que c'est hyper important. Ils ont souvent une vision un peu déformée de l'entrepreneuriat de 2 manières différentes. Soit ils se disent c'est super facile, mon concept est top, c'est sûr que ça a marché et c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait. Soit à l'inverse, ils ont l'impression qu'il y a une barrière énorme et que c'est pas du tout à leur portée, que c'est inatteignable, qu'il faut absolument qu'ils aient une situation stable et qu'ils passent 10 ans dans une boîte avant de peut-être espérer former un projet oui, c'est le fameux truc de j'attends d'avoir de l'expérience. Exactement. Alors que non, il n'y a pas. Enfin, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué. Et même administrativement parlant, c'est pas si dur de monter une boîte, de s'enregistrer, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on crée une structure. Et ça, c'est un truc, je pense, c'est important de le dédramatiser aussi. Et donc tu interviens dans des écoles, c'est ça ? De temps en temps, ouais, j'aime bien. Alors j'ai été prof un peu, mais de marketing digital dans le luxe, donc encore une autre histoire pour une école d'art. Mais autrement, j'interviens de temps en temps dans mon ancienne école, justement, Sub de Pub, et puis sinon ponctuellement pour des formations ou des séminaires, voilà. Meltdown donc ? Meltdown. L'idée en 2012, ouais. Tu as l'idée. Pourquoi tu disais que tu avais l'idée dans les cartons ? Comment ça t'est venu l'idée de te dire ok, il faudrait créer un lieu à un moment donné, de faire une sorte de bar sport en fait, mais de bar e-sport, c'est ça ? Oui, exactement. Okay. En fait, c'est venu d'un besoin vraiment perso, qui était de se dire, à l'époque, il y avait très peu d'événements e-sport, il y en avait peut-être 2 dans l'année.
Évidemment, j'y allais et il y avait un truc merveilleux qu'on vivait. On partageait une expérience de dingue avec plein d'autres joueurs. Et puis il y avait des festivités. Il y avait vraiment quelque chose, une ambiance qui était inoubliable. Et on rentre chez soi, on se pose sur son ordinateur avec son casque, son micro, et puis on se sent un peu tout seul à parler à ses potes par TeamSpeak à l'époque, c'était. Et il y a une sorte de blues, de dépression post-événement qui est hyper dur à vivre, je te jure. Et je me suis dit, j'aimerais bien au quotidien avoir une occasion de revivre un peu ce truc-là, un mini événement un peu au quotidien. Et donc j'ai commencé avec des copains à organiser ce qu'on appelait à l'époque des barcraft, donc des rassemblements dans des bars qui n'ont rien à voir, mais de groupes de gens qui viennent regarder des matchs de jeux vidéo ensemble. Et au final, c'était hyper sympa. On avait régulièrement une centaine de personnes qui venaient, etc. Mais déjà, ça restait ponctuel. Et puis, c'est pas des lieux qui étaient conçus pour ça. Donc, souvent, c'était des bars sportifs parce qu'ils sont déjà équipés en télé. Et on va les voir. Déjà, ils nous regardent un peu bizarre. Ok, du jeu vidéo, t'es sûr que ça va ramener du monde? Bon, d'accord. T'arrives sur place, ils sont pas hyper accueillants. La connexion Internet est un peu pourrie. Donc, du coup, le stream coupe toutes les 2 secondes. Et voilà, c'est pas vraiment fait pour ça. Et en fait, il y a un hasard du calendrier qui fait qu'à cette époque-là, il y a un gros cybercafé qui s'est mis en vente, qui était spécialisé vraiment sur la partie gaming e-sport, qui s'appelait Cybernation, et qui était assez connu dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai vu passer la news et je me suis dit, tiens, c'est marrant, et si, en fait, je reprenais ce lieu-là pour en faire un lieu dédié à ça, au barcraft, à l'e-sport. J'ai visité le lieu, ça s'était pas du tout adapté, donc je l'ai pas pris, mais du coup l'idée m'est restée de me dire j'ai envie d'ouvrir un vrai lieu physique. À partir de là, j'ai commencé à visiter des bars qui étaient en vente. Et ça s'est fait tout naturellement. Moi, j'étais en poste à cette époque-là en agence de pub. J'étais freelance en agence. Donc, tu étais quand même... Enfin, oui, tu étais salarié. Non, tu n'étais pas salarié. J'ai jamais été vraiment salarié, quoi. À part pour des petits boulots, j'ai pas pu, quoi. Non, j'ai été free pendant plusieurs années. J'ai fait plein d'agences de com. C'était assez chouette, d'assez haut niveau. Donc, j'étais payée à la journée. J'étais très, très bien payée. Et puis voilà, ça faisait plusieurs années que j'étais là-dedans. Et là, je monte ce bar en me disant, c'est un truc pour moi et mes potes, j'irai le week-end servir des bières, ce sera marrant. Et il y a un retentissement énorme, en fait, de la communauté. Le bar faisait 42 mètres carrés, donc tout petit truc avec quelques télés, 2 PC. Et pourtant, les gens trouvaient ça incroyable parce qu'ils avaient ce besoin-là que moi j'avais de se retrouver entre eux. Il existait en fait partout dans le monde et j'en avais pas du tout conscience. Et j'avais pas non plus conscience que c'était le premier bar e-sport au monde à ce moment-là. Donc le premier bar dédié à la diffusion de matchs d'e-sport en fait. Et il n'y en avait pas d'autres? Il n'y en avait nulle part, ni aux US, ni en Asie, ni nulle part en fait. Et donc ça, c'était assez incroyable. Et on a eu des gens qui sont venus de partout. On a eu un Coréen du Sud qui est venu exprès pour voir le bar. Enfin, c'était complètement disproportionné par rapport à l'apparence du lieu, quoi. On a eu des Américains qui sont venus, on a eu des Suédois qui ont fait le trajet à vélo depuis Stockholm à Paris pour venir voir. Enfin, c'était assez fou. Et comment devient, je te coupe, mais comment devient l'idée de monter un lieu comme ça? Enfin, pas de monter un lieu, mais de te dire, ok, je vais me lancer dans un métier de bar en fait que tu, j'imagine, connais pas. Je connaissais pas du tout. J'avais mon meilleur ami qui lui était là-dedans, donc je me suis dit c'est cool. Du coup je l'ai associé au projet, okay. Et puis il est devenu barman du premier bar. Parce que c'est quand même un métier. Hein, c'est un drôle de milieu et ma mère a eu très peur quoi. Quand je lui ai annoncé ça, elle a essayé de me faire du chantage pour pas que je le fasse. Elle m'a dit mais il y a la mafia, mais il y a des gens bourrés, mais ça va être n'importe quoi, c'est dangereux le milieu de la nuit et tout. Donc ouais, ça a été une bataille un peu familiale, mais au final non, ils m'ont beaucoup soutenue et c'est vrai que pour moi c'était un projet annexe entre guillemets, c'était un truc que je faisais vraiment pour le kiff et j'allais continuer ma vie pro à côté et ça c'était juste mon petit bar, voilà. Et ça a pas mal changé. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce bar-là, donc nous, on l'a vendu l'année suivante pour aller dans un bar plus grand. Et en fait, cette année, je l'ai racheté, le tout petit bar d'origine, et j'ai rouvert une autre enseigne dedans, un bar rock, donc rien à voir. En me disant, pareil, c'est mon petit projet à côté, c'est mon petit bar, donc rendez-vous dans 10 ans, on va voir. Mais j'ai vu passer la news, j'ai vu l'adresse, donc je racontais hors micro que j'étais allé effectivement à l'époque où il était côté République, et j'ai vu l'adresse, je me suis dit, mais c'est juste à côté de l'ancien. En fait, j'avais pas calculé. C'est celui-là, ouais. T'as monté ça avec l'ancien batteur de Motorhead, ouais, qui est maintenant batteur de Scorpions. Et qui, en fait, comme je te disais, j'ai bossé un peu dans la musique, donc lui, ça faisait 10 ans que c'est un pote, mais j'ai jamais bossé avec lui, quoi. Je le vois 2-3 fois dans l'année quand il y a des concerts, des choses comme ça. Et en fait, quand la vraie histoire, c'est que je suis repassée devant l'ancien du coup Bar Meltdown un soir.
par nostalgie, j'ai voulu rentrer voir ce que c'est devenu. Et il se trouve que la personne derrière le bar m'a dit oh, j'en ai marre de faire ça, moi j'ai envie d'arrêter. Et pour rigoler, on a négocié sur un bout de comptoir en se disant je te le reprends en balançant des chiffres, etc. Et puis je suis rentrée chez moi, l'air de rien. Et puis il y a un truc qui me trottait dans la tête de me dire qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais réouvrir un lieu, à quoi il ressemblerait. Et je me suis tellement ambiancée à imaginer des choses, à me dire tiens, ce serait comme ci, comme ça, qu'en fait le lendemain je me suis réveillée, je me suis dit il faut que je le fasse. Et le soir même je suis retournée voir le gars, j'ai dit je te le prends pour de vrai, le prix sur lequel on s'était mis d'accord la veille pour rigoler, j'ai dit je te signe le truc. Et j'ai voulu faire un bar rock. Mais t'avais pas le concept J'avais pas le concept, je voulais juste bar rock, musique, etc. Je me suis dit ça va être sympa. En plus dans Paris, il n'y a pas tellement de lieux que je trouve cool sur ces thèmes-là. Il y a pas mal de lieux qui ferment. Donc pourquoi pas. Et c'est après avoir signé que j'envoie un texto à Mickey D, du coup le batteur, pour lui dire écoute, j'ouvre un bar rock, est-ce que tu veux en être? Et puis il m'a répondu oui tout de suite, donc ça s'est fait hyper facilement. Voilà. Et j'ai associé aussi pas mal de copains. L'idée pour moi c'était d'avoir un lieu communautaire, vraiment, même au point de vue des associés, pour que chacun ramène aussi ses copains, que ce soit un lieu qui vive un peu comme ça. Et j'en avais marre d'être la boss, en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, Meltdown, on est une quinzaine d'employés là dans les bureaux. Et puis, c'est moi la chef, c'est moi qui décide de tout. C'est génial et tout. Mais en même temps, tu as énormément de pression. Et puis, de temps en temps, tu as envie que ce soit un peu la faute de quelqu'un d'autre ou tu vois, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui décide, quoi. Je comprends. Et du coup, je me suis dit, ce lieu-là, j'ai envie de le faire avec plein de gens. J'ai pas envie de le faire toute seule, quoi. Et c'est comme ça que ça a ouvert au mois d'avril. Donc là, ça tourne pas mal. Ça s'appelle Alabama. D'accord. Mais je mettrai les liens si vous voulez aller voir dans les notes du podcast, etc. Mais alors, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis du fait de pas juste être le boss, c'est que j'imagine qu'il y a des trucs de ce fait-là qui se font pas comme tu voudrais que ça se fasse, peut-être, dans ce bar-là en particulier, dans ce projet-là. Ou alors... Non, pas vraiment, parce que chacun, en fait, j'ai associé des gens merveilleux qui ont chacun un corps de métier hyper utile, type graphiste, et chacun, du coup, a le dernier mot sur son champ de compétences. Okay. Et ça, je trouve ça chouette, parce qu'au final, moi, c'est des gens qui j'ai toute confiance, donc s'il y a des compromis à faire, c'est pas grave. Et puis, au final, c'est quand même un super atout d'avoir des gens qui sont présents et qui sont impliqués, donc... Non, puis j'ai quand même toujours le dernier mot. Hein. C'est mon défaut aussi. Donc, en général. Comment ça, t'as le dernier mot? Quand t'es porteur de projet, les gens t'écoutent. Donc, même si t'es pas, tu vois, le chef absolu, t'as tendance à. Puis, sachant que j'ai l'expertise aussi de par le réseau, Meltdown, etc., c'est vrai que naturellement, les gens vont avoir tendance à plutôt être confiants dans ce que je suggère. Donc, j'ai pas de gros problèmes d'autorité. Mais bon, il faudrait que les gens me contredisent plus. Parfois, ça me ferait du bien. Tu veux dire que t'es pas assez entouré de gens? Ou est-ce que tu les encourages aussi à te contredire? Je sais pas, c'est peut-être un défaut à moi, j'en sais rien. C'est vrai que je disais ça l'autre jour en réunion, c'est je commençais à dire que je suis perfectionniste et que j'aime bien que les choses soient bien faites, mais je réalise qu'en fait j'aime bien que les choses soient faites comme je veux qu'elles soient faites, quoi. C'est très très subjectif. Donc je pense que je dois être assez insupportable de temps en temps, mais en même temps non, j'adore justement déléguer des responsabilités aux gens, parce que c'est pas un truc qui est naturel chez moi. Je suis quelqu'un de plutôt très très créatif. J'adore lancer des projets, avoir des idées et tout, mais après le côté vraiment décision, management, etc., je le fais par la force des choses, mais c'est pas forcément le truc le plus naturel chez moi. Ok, comment t'as appris? Sur le tas, petit à petit. Puis on était une toute petite équipe, donc ça s'est fait assez naturellement. Je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre là-dessus. Je suis quelqu'un de naturellement très introverti, ce qui se voit pas forcément au premier abord. Ça se voit pas trop. Hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un d'ailleurs d'assez casanier, et du coup d'aller effectivement faire, tu vois, driver des équipes, les motiver pour avoir une vision, etc. Autant je le fais très bien d'un point de vue pitch pour, enfin, tu vois, tout ce qui est lié à la boîte, tu vois, tout ce qui est investisseur, tu parles. Voilà, là ça va. T'écouter pendant 3 heures. C'est gentil. Mais c'est vrai que c'est un effort quand je le fais avec les équipes. J'adore ça, mais je dois sortir un peu de ma bulle, quoi. Et finalement, c'est cool parce que ça me pousse aussi à me challenger, à aller un peu plus loin. Ça fait maintenant donc 7 ans que... Ouais, un peu plus de 7 ans, Meltdown. Ouais. J'avais une dernière question en fait sur le milieu de la nuit aussi, parce que tu dis justement qu'il y a beaucoup de bars qui ferment en ce moment, de lieux qui ferment, et c'est vrai que le milieu de la nuit à Paris, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression.
tu vois les bars qui te laissent plus sortir sur le trottoir, voire même, j'allais dire après une certaine heure, mais même pas, parfois, même il est 9h, ils te disent ok, restez sur le trottoir, sortez pas vos verres dehors, etc. etc. J'ai l'impression que 10 ans auparavant, c'était pas forcément autant le cas sur Paris. C'est quoi ton point de vue sur le sujet ? On nous a toujours dit que dans le passé, c'était moins le cas, mais nous, quand on a commencé il y a 8 ans, c'était déjà ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des problèmes de voisinage souvent. Donc, on a moins le problème au Meltdown de Bastille parce que c'est un quartier où il y a plein de bars. Donc, mais c'est vrai que y a, pour les quartiers qui sont un peu plus résidentiels, et tu as de plus en plus de quartiers justement qui deviennent résidentiels, c'est très difficile à vivre pour les bars parce que nécessairement dans Paris, c'est pas insonorisé comme il faut, c'est des très vieux bâtiments. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Après, on peut pas non plus. Je comprends qu'il y ait des nuisances pour avoir habité au-dessus d'un bar pendant un moment. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Tu vois. Tous les soirs, t'entends les trucs jusqu'à 4h du mat. Bon, je peux comprendre, mais on fait un maximum d'efforts. Il faut savoir gérer bien l'extérieur, avoir de la sécurité pour effectivement faire taire un peu les gens quand ils deviennent un peu trop joyeux. Mais bon, c'est le quotidien, quoi. Ça fait partie du quotidien. Ouais. Donc oui, pour revenir au Meltdown, tu te rends compte à quel moment en fait que c'est le premier bar e-sport et qu'il n'y en a pas d'autres ? On poste sur des forums gaming. Ouais. Et notamment un forum à l'époque qui était très utilisé qui s'appelait Team Liquid. Qui était le forum d'une équipe. Voilà, qui aujourd'hui existe toujours, mais c'est vrai que le forum était hyper actif à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, on a des gens de partout dans le monde, parce que le gaming étant global, c'est facile du coup de communiquer à l'international, qui nous disent à quel point ce truc-là est incroyable, à quel point ils veulent ça près de chez eux. Des trucs du type enfin une bonne raison de venir à Paris. Enfin, tu vois, on a eu des réponses assez dingues. Et la Tour Eiffel aussi, arrêtez. C'est ça. Et du coup, c'est là qu'en creusant un peu, on commence à se rendre compte que ouais, en fait, non, il n'y a jamais eu ça ailleurs. Et que les gens sont jaloux du fait que nous, à Paris, on est ça, quoi. Donc, et c'est comme ça que de fil en aiguille, nous, on ouvre un deuxième puis un troisième bar à Berlin et à Londres, nous-mêmes en propre. Et puis qu'à partir de 2014, à force de recevoir des demandes de gens, on commence à franchiser, donc à aider des gens à ouvrir sur le même concept avec notre marque. Quand tu dis on commence, on était 3 associés au départ, donc mon meilleur ami dont j'ai parlé tout à l'heure et puis une troisième personne qui était assez portée sur les communautés, etc. Et en fait, depuis 2015, il n'y a plus que moi. Ils ont parti sur d'autres chemins, donc moi j'ai récupéré les parts à ce moment-là. D'accord. Mais c'est vrai qu'au départ, au tout début, on était 3. Et comment ça s'est passé ? C'est un vrai sujet, hein, je pense, la rupture, entre guillemets, en tout cas, le changement de cap avec des associés, ça a été ? En fait, au départ, on s'est dit, il y avait des différences en termes de pourcentage de parts, etc. Mais on s'est dit, dans tous les cas, on prend toujours les décisions tous les 3 ensemble. Bon. Et effectivement, ça a ses limites. Ça a ses limites et on n'était pas tout à fait dans la même optique. C'est-à-dire que, comme ça a été créé comme un projet assez peu professionnel, très familial, etc., eux avaient plutôt pour optique de rester comme ça, c'est-à-dire de pas forcément avoir des bureaux, des employés, des horaires de travail fixes. Ils étaient plus à vouloir qu'on parte tous en vacances ensemble. Et ce qui est chouette, mais qui, à partir d'une certaine taille de projet, ne fonctionne plus vraiment. Et moi, j'avais très, très envie de professionnaliser davantage, de structurer, etc. Et puis, on en arrivait à des situations de blocage où des employés pouvaient entendre blanc d'un côté, noir de l'autre, et du coup, c'était pas vivable, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette décision-là, parce qu'au final, c'est quand même moi qui ai impulsé ce changement. J'étais majoritaire au niveau des parts, donc voilà, j'ai fait une proposition à mes associés, et puis c'est comme ça qu'ils sont partis en 2015. C'était compliqué à vivre comme process, en fait ? C'était assez compliqué parce que quel que soit le nombre de parts que tu as, quand tu es investi dans un projet, c'est forcément ton bébé. Et tu as forcément envie d'avoir raison et d'avoir voilà. Donc il y a quand même des batailles d'ego à ce moment-là. Il y a quand même et puis c'est compliqué, je pense, quand tu es associé minoritaire, d'entendre bah ouais, mais bon, dans les faits, tu peux plus décider là, et on est dans une situation de blocage, il faut la résoudre. Et malheureusement, il y a que moi qui peux la résoudre juridiquement, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas une période facile. Et quels que soient les différends que tu peux avoir, tu as toujours une forme de culpabilité qui dit quelque part, je sais que c'est la meilleure décision pour l'entreprise, mais elle est hyper dure à prendre, quoi. Et je sais que nécessairement
clairement, ça peut créer du ressentiment par la suite, etc. Donc, c'était assez difficile, mais très rapidement, en fait, la suite des choses, entre guillemets, donnait raison. On a commencé à se développer beaucoup mieux. C'était beaucoup plus facile, que ce soit pour moi, évidemment, parce que j'avais un peu plus de latitude, mais pour les employés, pour qui les choses étaient beaucoup plus claires. Donc, voilà, il y a eu une phase comme ça de transition, où aussi nos différents bars qui étaient sous contrat avec nous, finalement, eux, n'ont pas forcément compris pourquoi. Ils ont connu l'équipe au complet, donc il y a eu un changement. Donc, il y a eu pas mal de pédagogie à faire aussi à ce moment-là. Mais en fait, la qualité de service a tellement augmenté dans les mois qu'on suivit qu'au final, ça a mis tout le monde d'accord, quoi. Comment t'en es venu à décider t'as créé un projet avec un concept, etc., et avec des bars à toi qui t'appartiennent, sur lesquels j'imagine encore une fois t'as la main mise et c'est toi qui décides de comment ça se passe, etc., jusqu'à te dire ok, en fait j'ai trop de demandes, enfin je pense que c'est pour ça que t'as décidé à un moment donné de franchiser, et donc de créer cette franchise. Ouais, alors je crois qu'au moment où on a créé la franchise, on se rendait pas compte de ce que c'était qu'une franchise vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, avec les années d'expérience, les accompagnements qu'on a pu avoir, le modèle de franchise, c'est un modèle qui est très lourd, il y a plein d'obligations, il y a et à l'époque, pour nous, c'était vraiment une manière simple d'aider d'autres gens à faire la même chose. Donc on l'a fait sans s'en rendre compte. On a commencé, on a été consulter un avocat qui nous a fait un contrat de franchise. Ok, on a vu les prérequis, on a commencé à fournir des services à nos franchisés. Mais en fait, c'est vraiment comme tirer sur une bobine de laine, quoi. Donc tu déroules un peu le fil et puis petit à petit, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres trucs derrière. Et du coup, j'en arrive aujourd'hui à un point où finalement j'ai une expertise de franchiseur, alors que c'était pas du tout mon métier à la base, quoi, et que c'était pas du tout un projet de vie pour moi. Mais c'est chouette. Et de ton côté, ça a été aussi assez facile, entre guillemets, de voir naître d'autres meltdowns sur lesquels tu n'avais pas forcément la main, ou en tout cas qui étaient... Ouais, ça, il n'y avait pas de problème. Ouais. C'est assez magique, en fait, de voir que ton projet se réplique, que tes enseignes se multiplient, etc. Et je pense qu'on ne réalise jamais vraiment. C'est-à-dire que souvent, on me dit, ouais, c'est un truc de fou, il y a 30 bars meltdown. Et en fait, je n'arrive pas à vraiment percuter, tu vois. Je leur rends visite, je vois qu'il y a... mais c'est assez incroyable, en fait, de se dire que tout ça, c'est parti d'une idée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la France est le pays qui a le plus de bars e-sport au monde, qu'ils soient meltdown ou autre, parce que du coup, ça a impulsé aussi pas mal de gens à ouvrir des bars indépendants. Et c'est marrant, parce que tout ça, évidemment, c'est parti du fait que le premier bar meltdown était en France. Donc, du coup, les Français ont beaucoup plus facilement sont appropriés le projet. Mais c'est assez fou. En France, on doit avoir une trentaine de bars e-sport, alors que tu as des pays où il n'y en a même pas un seul, quoi. Et tout ça, effectivement, c'est né d'un truc, d'une idée, d'un jour, un matin où on se réveille et on se dit je vais faire ça, et que ça impacte la vie d'autant de gens. C'est assez merveilleux, surtout que les gens qui ouvrent des bars avec nous, les franchisés, c'est le projet de leur vie, quoi. Ils ont leurs économies, ils ont tout investi, c'est beaucoup de pression parce qu'on a envie que ça réussisse, que ça marche pour eux, et à la fois c'est merveilleux. T'en as combien là aujourd'hui alors ? T'as 25 bars, ouais, là il y en a 25 environ. On ouvre de toute façon en permanence. Là il y a Nancy qui va ouvrir le mois prochain, donc on fait grandir les réseaux à la fois en France et à l'étranger. On a aussi certains de nos bars historiques qui ont fermé parce qu'ils sont arrivés à l'issue de leur contrat, qu'ils ont envie de faire autre chose de leur vie. Donc il y a aussi un renouvellement qui se fait. C'est des contrats entre 5 et 7 ans en général. Et puis ça nous permet nous aussi de remettre à niveau, de remettre à jour. Les bars qu'on ouvre aujourd'hui sont très différents de ceux qu'on ouvrait il y a 5 ans. Donc ça nous permet de renouveler un petit peu le parc aussi. Ah, c'est cool. Vous êtes 15 employés, c'est ça ? Ouais, on est une quinzaine, ouais. Enfin, je compte les stagiaires, je triche. On est une douzaine en vrai. Okay. C'est quoi tes projets de demain ? Alors, j'ai bien compris que tu avais donc ouvert un bar à base de musique. Ouais, alors celui-là, c'est vraiment, cette fois-ci, c'est vrai, c'est vraiment un projet à côté. Je pense pas que ça devienne une multinationale. Non, on a plein de projets pour Meltdown. Il y a un gros changement qui va arriver d'identité visuelle le mois prochain, qui est très important pour nous. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une perception qui est très, très gaming et pas assez bar. C'est-à-dire que on n'est pas un cybercafé, on n'est pas un lieu où on a envie que les gens viennent jouer. C'est comme quand tu vas dans un pub et qu'il y a un billard ou un baby-foot, tu vas peut-être faire une partie dans la soirée, mais tu n'en as pas 15 qui attendent que tu viennes jouer et tryharder toute la soirée. Donc nous, le but, c'est d'être la même chose pour l'e-sport, quoi. Alors tryharder, si vous connaissez pas le vocabulaire,
c'est jouer à fond pour faire en sorte de grimper dans les classements de Voilà, tableau. pardon. Et du coup, l'idée, c'est d'être un lieu beaucoup plus... Enfin, nous, on n'accueille pas que des fans d'e-sport hardcore, etc. On est vraiment là pour accueillir toutes les communautés un peu geek, gaming, pop culture, etc. On fait plein d'événements autour de films, de séries. Et l'idée, c'est de refléter un peu plus ça dans l'identité visuelle, notre côté bar, notre côté un peu rock, notre côté pop culture, et pas que l'e-sport qui peut faire peur, parce que ça fait très niche, on a peur d'entrer, alors que pas du tout, c'est hyper accueillant. Ceci dit, c'était ton concept de base, c'est-à-dire que... Exactement, c'était le concept de base. C'était sur StarCraft, c'est ça, notamment à l'époque, StarCraft qui est donc un jeu de Blizzard qui a fait World of Warcraft, pardon. C'est ça, et StarCraft qui est quand même un jeu qui n'est pas spécialement accessible à n'importe qui. C'est un jeu qui est assez pointu, et c'est vrai au départ, on a vraiment fait notre notoriété là-dessus. Et par rapport à l'époque, si tu veux, aujourd'hui, le gaming, c'est tellement démocratisé, il y a tellement de jeux différents qui sont labellisés e-sport, etc., que c'est plus du tout la même chose, quoi. On est passé de cette petite communauté de gens un peu fanatiques à un lieu d'accueil. Au final, on est un bar cool pour tous les gens qui touchent de près ou de loin au gaming et à la pop culture, quoi. Et ça, on a vraiment envie de le refléter. Et c'est très important pour nous que les gens se sentent accueillis aussi. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a reçu beaucoup de couverture médiatique depuis la création, et surtout au tout début, les journalistes venaient avec un regard initial qui était: qui sont ces gens bizarres qui vont jouer aux jeux vidéo dans un bar, tu vois. T'avais vraiment cette approche de weirdo, tu vois. Et en fait, ils en ressortaient, à chaque fois, les papiers étaient géniaux parce que ils en ressortaient en disant: c'est le lieu le plus social que j'ai jamais vu. Les gens se parlent, interagissent. Dans un bar classique, sauf si t'as une raison très spécifique, tu vas pas parler au voisin de la table à côté. Là, les gens vraiment t'accueillent, t'intègrent, te parlent, etc. Et on a plein de clients qui sont pas forcément des gens qui sortent beaucoup, mais qui se sont fait tout leur cercle d'amis, qui ont rencontré d'ailleurs souvent des couples qui se forment. On a eu des mariages qui se sont faits comme ça au Melt. Enfin, c'est assez merveilleux, quoi. Ok, oui, mais justement, c'est parce qu'à la base, les gens qui viennent, ils savent qu'ils auront au moins une passion en commun. C'est ça, ils ont un point commun. C'est pas forcément des gros joueurs, mais ils savent qu'ils vont pouvoir parler. Ils ont une enfance un peu, ils ont grandi avec les mêmes références culturelles, les mêmes, que ce soit les films, les séries, tout le côté un peu geek qui ressort, tu sais, dans tous les trucs type Stranger Things, etc. Finalement, c'est cet héritage-là qu'on a tous en commun. On est tous un peu geeks, et c'est ça qu'on essaie de partager, quoi. Ah, je comprends. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que je me dis que t'es peut-être, comment dire, ce que tu es en train de dire là, tu vois, d'essayer de t'ouvrir un peu au monde, justement, c'est un peu aussi le mouvement vers lequel va, je pense, le jeu vidéo en ce moment, quoi. Qui est pas juste en train de venir dire, c'est pas un truc de gars chelous qui sont en train de jouer dans leur cave ou dans machin, ou dans leur chambre, mais c'est vachement plus large, quoi. Exactement, ouais, c'est quelque chose qui... de toute façon, maintenant, on le voit, les gamins, ils jouent de plus en plus tôt, quoi. On a des gamins de 7-8 ans qui jouent à Fortnite, enfin, c'est assez fou. Et tout le monde joue un peu, quoi. Enfin, quasiment tout le monde, même. Et puis les gamers d'avant grandissent, font eux aussi des enfants. Enfin, c'est un truc qui devient beaucoup plus à la mode que ça pouvait l'être à l'époque. Donc, Comment ça se passe une semaine, on va dire type, dans un bar Meltdown ? En semaine, on va avoir pas mal d'animations. Alors surtout en fin de semaine, on va pas avoir des choses comme dans des bars classiques, des quiz, mais évidemment liés à cet univers-là, des soirées Just Dance, donc des soirées dansantes, mais via le jeu vidéo, quoi. On va avoir pas mal de soirées à thème sur tout ce qui est pop culture, super-héros, etc. Et puis dans la semaine, on va pouvoir faire des tournois aussi sur les jeux qui vont être plus des petits tournois communautaires, donc c'est-à-dire vraiment amateurs, en fait. Enfin, le but, c'est pas de faire de la grosse compétition, mais de pouvoir faire des animations sur du Mario Kart, sur du League of Legends, sur des choses assez variées. Et puis l'important pour nous, c'est surtout que tout le monde se sente bien, quel que soit l'événement. On n'a pas envie d'être sectaire et de se dire attention, non, ce soir, c'est gros tournoi. Le but, c'est juste que ce soit un lieu cool où tu as envie de venir prendre un verre parce que l'ambiance est géniale, quoi. Et il y a toujours des retransmissions, donc c'est ça dans les... Ouais, en permanence, on a donc les télés montrent les streams du moment. Donc les streams, c'est les gens qui se diffusent en train de jouer, et puis les compétitions du moment. Et puis quand il y a des grosses compétitions, on va faire un événement dédié. Là, le 1er novembre, on a un gros événement dans tous les bars qui va être très chouette autour de toutes les licences Blizzard, justement. Donc c'est World of Warcraft, c'est Overwatch, c'est etc., StarCraft. Et du coup, donc le 1er novembre, c'est de la BlizzCon, c'est un gros voilà.
une grosse convention voilà, qui a lieu aux US. Et donc, nous, on va diffuser la cérémonie d'ouverture de cette convention-là. Et on va ensuite faire plein d'animations. On a plein de trucs à faire gagner aux gens. On a plein de petites animations sympas. Et du coup, ça, c'est un événement qui a lieu dans tous les bars en même temps. Donc, assez régulièrement, on essaye de faire des gros événements comme ça qui vont toucher toutes les villes et où on va pouvoir mettre en compétition aussi les bars. On a des systèmes qui nous permettent de visualiser en temps réel pour les clients. Est-ce que leur bar, il gagne plus que celui d'à côté? Qui est-ce qui a acheté le plus de cocktails? Toujours le gaming. Voilà. Oui, c'est important. T'as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 33 ans. C'est très bien, plus bel âge. Comment tu te vois, toi, évoluer dans cette boîte? Et moi, j'adore ce que je fais parce que j'ai toujours eu la bougeotte. Sauf que là, ça va faire 8 ans que je suis là et j'ai pas du tout envie de bouger parce que il y a plein de projets dans le projet, quoi. Et vu que c'est moi la chef, je peux arriver un matin en disant j'ai une super idée, on va faire ça, et les gens sont obligés de le faire, donc ça c'est pas mal. Donc non, on a créé plein de trucs. On a créé un journal qui s'appelle la Gazette du Melt. Donc là, tu t'improvises rédac chef. Tu vois, tu vas aller contacter. C'était des influenceurs qui faisaient des tribunes en fait pour parler un peu de leur vie dans le gaming. Vous l'avez diffusé en gratuit dans les bars. Okay, ouais. On a fait pas mal de numéros. Après, c'était assez chronophage. Donc pour le moment, on a interrompu la production, mais c'était une super expérience. Là, on est en train de lancer ce qu'on appelle la Meltdown Squad, qu'on va annoncer prochainement. L'idée, c'est de faire un réseau de micro ou mini plutôt influenceurs, mais locaux, c'est-à-dire des youtubeurs, des streamers, etc., qui habitent pas loin des bars et qui vont pouvoir passer régulièrement, animer leur communauté, faire des événements chez nous, et donc ils sont sous contrat avec nous pour vraiment, à leur niveau, nous aider à promouvoir le bar et eux se servir un peu de nous comme tremplin pour la promotion aussi de leurs personnes et de leurs événements. Et donc tout ça, c'est des choses qui font qu'on se renouvelle énormément. On fait pas juste gérer des bars, quoi. On a une super marque qui est hyper connue parmi les gamers. On a envie de la faire grandir. On fait plein d'OP, on fait de l'événementiel, on fait des t-shirts, et du coup, moi, ça me permet de toucher à des métiers que j'aurais jamais pu faire en parallèle autrement, quoi. Ok. Si tu avais un conseil à donner aux lectrices de Mademoiselle ou aux auditeurs, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ça dépend, un conseil pour faire quoi? Un conseil pour monter sa boîte, par exemple. Pour monter sa boîte, je pense que... Alors, il faut être hyper conscient de ce que ça implique. C'est-à-dire que donc moi, ça va faire 14 ans que je fais des boîtes. J'ai très peu de vie sociale. je ne dors pas. Je mange peu. Non, en fait... non, c'est vrai que c'est très, très prenant, c'est sûr. Et pas seulement d'un point de vue de nombre d'heures de travail, c'est beaucoup de pression, parce qu'au final, on se retrouve souvent tout seul, et notamment si le truc marche bien, qu'on commence à avoir des employés et tout, c'est connu, ton chef, c'est toujours un con. Donc, tu vois, quand t'es le chef, tu te sens toujours seul, tu vois. Il y a toujours un truc où... donc faut être préparé à ça. Je pense que c'est important d'avoir un entourage qui te soutient, etc. Mais malgré tout, si c'est ce que tu as envie de faire et que tu as la motivation et que tu es conscient des limites, c'est-à-dire que ton idée toute seule, elle va pas faire un truc de fou. Il faut que tu aies beaucoup de travail, il faut que tu cultives ton réseau, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il faut pas avoir peur d'y aller, parce qu'au final, c'est pas du tout insurmontable. À partir du moment où t'es pas, où t'as pas envie de compter tes heures et où tu penses pas que ça va marcher tout de suite, où tu sais que tu vas pas te payer la première année, peut-être la deuxième non plus, si t'es confortable avec ça, il faut vraiment pas hésiter. Hésitez pas non plus à contacter des gens qui l'ont fait avant vous. Moi, je suis pas mal contactée sur LinkedIn, etc., mais je sais qu'il y a plein d'autres gens. Moi-même, à l'époque, j'ai contacté plein de gens dont je me suis inspirée finalement, et souvent les gens sont très très ouverts à partager leur expérience, à donner des conseils. On a envie que d'autres finalement suivent ce chemin-là, et on n'a pas envie qu'ils vivent les mêmes erreurs qu'on a pu nous vivre. Donc faut vraiment pas hésiter à contacter des gens, je sais pas, que vous admirez ou autre. Je peux donc t'envoyer des gens, mais tu peux m'envoyer qui tu veux. Moi, j'adore répondre aux gens, parce que je trouve ça dommage qu'au final les gens se fassent des barrières imaginaires qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Je mettrai ton LinkedIn alors. Tu peux, ouais. Okay. Twitter, LinkedIn, tout ce que tu veux. Mon 06, pas de problème. C'est pas trop dur d'être la seule associée aujourd'hui? Parce que tu parlais justement de solitude un peu. Si, c'est assez pesant. Maintenant, depuis l'année dernière, alors dans les faits, j'ai quand même, je pleure un peu et tout, mais dans les faits, j'ai mon frère qui a pris quelque part et qui travaille avec moi au quotidien depuis 2015. Et puis, j'ai la chance depuis 2018 d'avoir fait rentrer quelques actionnaires qui sont des investisseurs, des business angels, mais surtout qui sont très stratégiques et qui sont hyper bienveillants, que j'adore. Sur lesquels tu peux te reposer. Sur lesquels je peux me reposer, leur poser mes questions,
gestion, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi d'un point de vue de création de boîtes, etc. On a notamment on a Georges Samper qui, lui, dirige une chaîne de 400 hôtels qui s'appelle BNB. Donc, lui, il a une grosse expérience aussi sur les lieux, etc. Maxime Purgian qui a fondé une boîte qui s'appelle Oxalide, qui l'a revendue, qui a vraiment fait une super croissance. On a un YouTuber, on a Domingo, que certains connaissent peut-être. Domingo était dans voilà, okay. Donc, on a des gens avec des profils très variés et puis qui ont une super expérience, que ce soit business, gaming, communautaire ou autre. Donc, ça aide à pas être tout seul, quoi. Bon, bravo. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et puis donc, je mettrai tous les liens si vous voulez envoyer des messages à Sophia. Super, n'hésitez pas. À bientôt. Courrier des lecteurs. Merci, au revoir. À bientôt.